prenez une coccinelle, vous n'allez pas confondre avec un nénuphar. Ou bien un calmar, vous n'allez pas confondre avec un tucilage. C'est vraiment différent. Et cependant, j'espère vous convaincre qu'une comparaison, ça a beaucoup d'intérêt. Mon but, en fait, oui, c'est de rééquilibrer le jugement inégalitaire que nous portons tous collectivement sur les deux. Il va de soi que dans notre société, mais ce n'est pas seulement la nôtre, dans le monde entier, il va de soi que les animaux sont infiniment supérieurs aux plantes. C'est une espèce de consensus absolu. Alors, je voudrais remettre un petit peu d'équité là-dedans. Parce que, je ne veux pas être discourtois, mais l'être humain, il appartient aux animaux. Pas de prendre mal, c'est une vérité indiscutable. Et donc, on est juge et partie dans cette affaire. Et quand on est juge et partie, le résultat, il est rarement équilibré. Imaginez un procès où l'un des deux plaignants aurait pris la place du juge. Et l'autre, la plante en l'occurrence, elle serait là, entravée, immobile, incapable de se défendre parce qu'incapable de parler, et sans avocat. C'est clair que ce jugement-là, il ne sera pas équitable. Au fond, c'est ça que je voudrais faire, c'est voir si vraiment les plantes sont inférieures aux animaux, comme on n'arrête pas de nous le dire. Les preuves du mépris dans lequel nous tenons collectivement les plantes, elles sont illimitées. J'en trouve tout le temps. Il n'y a pas si longtemps, j'étais aux îles Galapagos, un endroit extraordinaire et extrêmement connu pour sa faune. Si vous ouvrez une télé, vous aurez certainement vu les tortues géantes, les iguanes marins, les phoques, les cormorans sans ailes, etc. Les frégates avec une grosse boule rouge. Tout le monde connaît les animaux des Galapagos. Mais qui connaît les plantes de ces îles? Tout le monde s'en fout, y compris les équatoriens qui ont la juridiction sur cet archipel. Vous aurez noté que dans ce pays, on a une société protectrice des animaux. Et je ne critique pas, je suis très content qu'elle soit là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une société protectrice des plantes? Ou alors encore mieux, une SPA, qui voudrait dire Société protectrice des arbres. C'est pour Violette, ça. La LPO, Ligue de protection des oiseaux. Et je les aime bien, c'est des amis, mais je leur dis, mais attends, à quoi ça sert de se battre pour les oiseaux si on laisse couper les arbres? Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces oiseaux, s'il n'y a plus d'arbres? Enfin bref. Et puis, comment je fais pour passer? Ça va pas jusque-là? Non. Bon, non, mais si ça vous embête pas. Oui, je voudrais vous dire que c'est pas récent cette histoire. Noé, un très brave homme, mais qu'est-ce qu'il a embarqué sur son bateau? Le couple de chaque espèce animale. Et je vous demande qu'est-ce qu'ils vont faire ces bestiaux une fois que l'eau sera retirée? Il n'y a pas de plantes. Qu'est-ce qu'ils... Non, enfin, c'est pas raisonnable. Alors il y a quelques années, j'ai dessiné ça, une arche de Noé pour les primates. Bon, alors vous avez compris que je suis botaniste. Si vous trouvez que j'exagère... Ah, super. En visant le... Non, c'est pas... Oui, si vous trouvez que j'exagère et que je traite les animaux un peu par le mépris, rouspétez, s'il vous plaît. Mais je vais essayer d'être équitable. C'est pas récent, cette histoire. En effet, Noé en donne la preuve. Mais Lascaux, Altamira, dans le nord de l'Espagne, la grotte Chauvet, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Des animaux, d'ailleurs, admirables, hein, je ne critique pas. Mais les archéologues eux-mêmes nous disent que les gens à cette époque-là ne figuraient pas de plantes. Ils ne les voyaient pas, ou bien ça ne les intéressait pas. Liotagui, tu connais sans doute, il explique que si on veut de la gloire, il faut vaincre un animal.
dangereux si possible. Tandis qu'avec un arbre, il n'y a pas de mérite particulier à abattre un arbre ou à cueillir une herbe. Donc, c'est pas pour la gloire. Donc, du coup, ça n'intéresse pas les gens qui ont fait ces peintures. Il y a quelque temps, j'étais dans une MJC à Clapiers, dans la banlieue de Montpellier. Les gamins qui étaient là, ils me disent « Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton métier ?» Alors, je leur dis « Je compare les plantes et les animaux. » Ils me disent « Oh, con, c'est complètement idiot. » Alors, je dis « Quoi? Qu'est-ce qui va pas ?» Ils me disent « Les animaux, c'est vivant, mais pas les plantes. » Oh. Alors, je lui ai demandé des précisions. Et ils m'ont dit « Elles font pas de bruit. Donc, elles sont pas vivantes. » Évidemment, eux étaient très vivants. Mais c'est encore une fois, c'est l'être humain qui choisit les critères, voyez. Et dans ce cas-là, il est sûr de gagner. Bon, alors je me dis, c'est des gamins. C'était dans une MJC. Bon, ils ont le droit de se tromper. Okay. Donc je vais aller voir chez des écrivains illustres. Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique. Un livre essentiel. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans, Michel Tournier? Son héros se promène toute la journée dans la forêt. Une belle forêt apparemment. Il fait tellement chaud qu'il se fait un chapeau avec des feuilles de fougère. Et en fin de journée, il rencontre un bouc. Et il dit, il a le culot de dire, voilà le premier être vivant que nous rencontrons. Ça m'a pas plu. Bon, alors je me dis, c'est un romancier, il a le droit de faire appel à la licence poétique, il n'est pas tenu de respecter les... Bon, ok. Donc je vais chez les scientifiques. Albert Vandel, L'homme et l'évolution, 1949. C'est pas tout jeune, mais c'est un livre que mes parents lisaient et m'ont fait lire. C'est un livre superbe d'ailleurs, L'homme et l'évolution. Et qu'est-ce qu'il dit Vandel? Attendez, c'est presque incroyable. Je vous le cite mot à mot. Le règne végétal, cette formidable lignée régressive dont la signification dans l'évolution paraît nulle. Un évolutionniste qui dit ça. Membre de l'Académie des sciences. Alors, ce qui me frappe le plus, c'est cette espèce d'unanimité entre les gamins de la MJC, Michel Tournier et voilà, l'académicien. Alors, il m'a semblé que ça valait le coup de voir si les plantes sont vraiment inférieures aux animaux. Donc, il faut les comparer. Je commence par les similitudes, parce qu'il y a des ressemblances entre les deux. Elles sont énormes, elles nous échappent un peu, parce que ça ne se ressemble pas. Mais si vous regardez les fondements même de la vie, il n'y a guère de différence. Plantes et animaux, les deux groupes sont pluricellulaires. Ça s'oppose aux bactéries, par exemple, qui sont unicellulaires. Bon, la respiration dans les deux cas se fait à l'aide de mitochondries qui sont à l'intérieur de la cellule. Excusez-moi, c'est un peu technique, mais c'est juste pour vous montrer que c'est la même chose. Dans les deux cas, la cellule a un noyau. Dans les deux cas, le noyau contient des chromosomes. Les chromosomes sont faits d'acides nucléiques, ADN, ARN. Dans les deux cas, les termes de gènes, de génome, de code génétique, ça s'applique indistinctement aux plantes et aux animaux. C'est pareil. La mitose, je ne sais pas si ce terme vous dit quelque chose, c'est la division cellulaire. Une cellule en donne deux, ce qu'on appelle la mitose. C'est exactement pareil entre les deux. Il y a quelques petits détails qui changent, mais c'est vraiment des détails. La sexualité, avec des mâles et des femelles, c'est pareil chez les plantes et chez les animaux. La méiose, cette division cellulaire particulière qui donne naissance aux cellules sexuelles. Vous ne verrez pas de différence entre la méiose animale et la méiose végétale. C'est pareil. Les cellules sexuelles eux-mêmes, avec la tendance pour les cellules femelles d'être plus grosses et immobiles, la tendance pour les cellules mâles d'être très nombreuses, toutes petites et très mobiles, c'est pareil. La fécondation, qui donne naissance à un œuf diploïde, la segmentation de cet œuf, l'embryologie, la croissance, la morphogénèse, tout ça, c'est pareil dans les deux. De toute évidence, plantes et animaux ont une origine commune. C'est vieux, c'est très ancien. L'origine est probablement du côté des bactéries photosynthétiques, mais quoi qu'il en soit, il y a une origine commune à ces deux groupes. Le temps a passé,
Bien sûr, les deux groupes ont divergé, mais il ne faut pas perdre de vue qu'au départ, c'était la même chose. Alors, il y a d'autres similitudes à un autre niveau. C'est que vous soyez plante ou animal, les problèmes que vous allez rencontrer dans la vie quotidienne seront les mêmes. Dans les deux cas, il faut se nourrir. C'est-à-dire trouver l'énergie qui permet de vivre, de croître d'abord et puis de vivre. Ça, c'est commun aux deux groupes. Échapper aux prédateurs. Bon, c'est beaucoup plus facile pour les animaux. Mais quoi qu'il en soit, les animaux aussi doivent échapper aux prédateurs. Les deux groupes sont équivalents sur ce plan. Se reproduire. C'est le même problème dans les deux groupes. Évoluer. L'environnement change et si on n'évolue pas, on est foutu. Ça, c'est pour les plantes et chez les animaux. Alors, ouais, c'est assez étonnant. Ces problèmes sont communs, c'est les mêmes, mais non seulement les solutions sont différentes, mais ce sont des solutions opposées. C'est ça que je trouve assez fascinant. La mobilité de l'animal s'oppose à la fixité de la plante. Je ne vous apprends rien. Mais vous constatez qu'il n'y a que deux solutions. Soit on est mobile, soit on est fixe. Il n'y a pas de troisième solution. Un des groupes a adopté la mobilité, l'autre a adopté la fixité. Les animaux, donc, se déplacent. C'est tellement bête ce que je vous dis que tout le monde sait ça. Et les plantes ne se déplacent pas. Moi aussi, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Mais attention, parce que ces choses tellement évidentes, on finit par ne plus les voir. Les animaux ont des déplacements horizontaux. Et de ce fait, ils ont un avant et un arrière. Vous pouvez prendre une souris ou un éléphant ou une baleine ou une coccinelle, ce que vous voudrez, il y aura toujours un avant et un arrière. Les deux côtés sont équivalents. C'est une structure bilatérale. Pourquoi les deux côtés sont équivalents? Parce qu'il est nécessaire que cette chose mobile puisse tourner avec autant de succès à droite et à gauche. Et puis, un être vivant mobile, il a forcément un dos et un ventre. Parce qu'il y a un côté qui est contre le sol, avec les pattes, et puis un côté qui tourne le dos au sol. Mais dans le fond, on pourrait remplacer l'animal par une voiture, tout simplement, et c'est exactement la même définition, un avant, un arrière, les deux côtés identiques, et puis un dos et un ventre. Les plantes, par contre, ne bougent pas. Moi, j'enfonce encore les portes ouvertes. Mais ne pas bouger, ça implique un changement complet de symétrie. Léo, tu n'aurais pas une bouteille? Moi, j'en ai une là. Voilà. Le fait de ne pas bouger, ça implique une symétrie radiale. Symétrie radiale, c'est quelque chose de très important. Vous pouvez regarder ça dans l'azimut que vous voulez, ça sera la même image. Il n'y a ni queue ni tête. En langage vulgaire, c'est comme ça qu'on le dirait. Il n'y a pas de dos, il n'y a pas de ventre, et il n'y a pas de bilatéralité, puisque tous les côtés sont identiques. Ça, c'est une structure de plante. Alors, je vais essayer ce truc-là. Un des problèmes à résoudre quand on est vivant, qu'on soit plante ou animal, c'est d'absorber de l'énergie. Sans énergie, on ne peut rien faire. Eh bien, plantes et animaux absorbent l'énergie de manière totalement différente. Là aussi, c'est des solutions opposées. Les plantes sont fixes. Vous comprenez que ce n'est pas une situation qui vous permet d'être très regardant sur ce que vous allez manger. Si vous êtes fixe, vous êtes obligé de vous satisfaire de ce que vous avez, si j'ose dire, sous la main, c'est-à-dire ce qui arrive directement à vous en matière d'énergie. D'ailleurs, la nutrition des plantes, c'est quelque chose de très simple, presque trivial. Qu'est-ce qu'il leur faut? De l'eau, quelques sels minéraux dissous dans l'eau, ça vient du sol, du soleil et du gaz carbonique, et ça, vous savez qu'on en manque de moins en moins.
Et donc c'est extrêmement simple de réunir ce qu'il faut pour nourrir une plante. Du coup, c'est cohérent avec le fait qu'elle ne bouge pas. Ça n'aurait aucun intérêt d'aller ailleurs, puisque c'est des matériaux élémentaires extrêmement triviaux et communs. Alors, le soleil est une très bonne source d'énergie sur laquelle, en principe, on peut compter, mais qui n'est pas très puissante malgré tout. Ça suppose donc d'avoir des capteurs d'énergie énormes. Et c'est les feuilles. Il y a quelques années, j'ai tenté de mesurer la surface d'un arbre, et je suis arrivé à ce chiffre assez étonnant. Pas un grand arbre, un petit arbre comme les arbres des villes ici, un petit platane, quoi. 200 hectares. 200 hectares. C'est pas un boulot facile parce qu'il faut prendre les feuilles recto verso, il faut développer les branches, développer au sens géométrique, c'est-à-dire qu'on change les branches en rectangles. Il faut cumuler tout ça. La partie aérienne, ça va encore. La partie souterraine, c'est beaucoup plus difficile. Vous savez qu'elle est encore plus grande en termes de surface que ce qu'on voit. Bon, 200 hectares. Ce chiffre n'a pas été critiqué. Il l'a été, on m'a dit que c'était un peu trop faible. Mais alors, bien entendu, vous ne pouvez pas vous déplacer si vous trimballez 200 hectares. Donc ça va bien avec la fixité, n'est-ce pas? Une autre différence, c'est que l'énergie solaire, elle rentre dans la plante par la surface externe. Évidemment, c'est les feuilles qui sont éclairées. C'est d'ailleurs elles qui savent traiter l'énergie lumineuse. Alors, les animaux, c'est une problématique complètement différente. Leur mobilité leur permet de chasser des proies, et par conséquent, ils sont beaucoup plus regardants sur ce qu'ils vont manger. Ils ne mangent pas n'importe quoi, un animal. Hein. On connaît des animaux qui se nourrissent exclusivement de sang. Il y en a pas mal. Des collègues bibliothécaires me disent qu'il y a des coléoptères qui sont spécialisés dans la colle des livres du XVe siècle. C'est-à-dire le XIVe, on ne faisait pas la colle avec les mêmes ingrédients. Le XVIe, on avait abandonné, donc ça ne les intéresse plus. Non mais c'est étonnant comme raffinement dans le choix. Et c'est surtout par rapport aux plantes qu'il faut comparer. Bon. Une autre différence, c'est que l'énergie rentre dans l'animal par des surfaces internes. Voilà. C'est l'appareil digestif, il est interne. De sorte que je vous propose cette définition de la plante, il vous plaira ou pas, je ne sais pas. Une plante, un animal étrange, retourné comme un gant, et qui porte ses entrailles en guise de pelage. Il y a du vrai là-dedans. Vous prenez l'animal, vous le retournez comme ça, et vous obtenez quelque chose qui va se mettre à ressembler à une plante.